Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que je nous souhaite dans cette note vocale, c'est plus de visibilité médiatique sur la couleur végétale. Alors, je prends bien conscience qu'avec le podcast Areco, que je considère comme un média accompagnateur de la construction de cette filière tinctoriale en France et ailleurs, un des rôles aussi, c'est d'attirer d'autres médias pour mettre en lumière encore davantage les acteurs de la filière tinctoriale, la démarche globale autour de la couleur végétale, dans tous les domaines d'application. On en a vu, ils sont nombreux. C'est le but du podcast de montrer notamment toutes ces applications. Alors là, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de capter l'attention des médias en leur montrant que ce sujet, que ce projet est novateur. Alors, pas tant que ça, puisque c'est une pratique ancestrale, on l'a vu, mais cette approche est durable et c'est pour ça qu'elle est novatrice, cet emploi de couleur végétale. La couleur végétale est omniprésente dans notre quotidien. Globalement, tout ce qui nous entoure a de la couleur. L'idée, là, c'est de se dire, voilà, la teinture de nos vêtements, la cosmétique qu'on se met sur le visage, les emballages de nos produits, les couvertures de nos cahiers, de nos livres, l'encre de nos stylos, bref. Tout ça, c'est quand même responsable d'une pollution qui est massive, qui a aussi des dégâts sur la santé, c'est en train d'être prouvé, qui crée des allergies, qui contamine l'eau, qui nécessite des forages pétroliers. Bon, bref, je vais pas ici nous tirer une balle, mais c'est pas glorieux. Et l'idée, c'est que il existe une solution ancienne mais visionnaire, c'est cette couleur végétale. Je précise bien une parmi tant d'autres parce que on aborde aussi sur le podcast les couleurs issues de micro-organismes ou animales avec les oursins, etc. L'idée aussi, c'est que je ne veux pas négliger les efforts qui sont faits par la filière textile pour réemployer la couleur de manière dans le recyclage, dans, vous savez, faire des tris de vêtements pour récupérer par couleur des couleurs de fibres qui vont être recyclées, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. Ça n'est pas le but de pointer du doigt, mais c'est pour bien reposer le contexte. Oui, il existe une autre couleur qui est possible, une parmi d'autres solutions, mais je trouve qu'on l'envisage pas assez. Un autre point qui pour moi est hyper important, mais c'est le biais de ma formation, c'est que cette culture de plantes tinctoriales, en fait, elle enrichit les sols, elle séquestre du carbone, elle favorise les écosystèmes, elle encourage aussi, elle progresse en parallèle de la culture de fibres naturelles, chanvre, lin, etc., vu qu'elle peut très bien matcher avec le lin et le chanvre qui sont des fibres naturelles. Elle matche très bien aussi avec des fibres animales, d'origine animale, comme la laine, la soie. Il y a des projets de réinsertion de mûriers de soie en France. On a cette chance. Bref. En plus de tout ça, la couleur végétale augmente la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on prend juste ce point-là, j'ai deux exemples à vous énoncer, c'est que par exemple, dans les champs, donc là c'est le témoignage de Stéphanie Égaré de Livadène en Bretagne, qui est agricultrice de plantes tinctoriales notamment. Elle a recensé pour la quinzaine de l'agriculture tinctoriale de mars les insectes et la biodiversité qu'elle avait observée sur son champ, sur ses parcelles, entre une culture, on va dire, plus grande culture, donc céréales, ou maraîchage, et l'implantation de plantes tinctoriales. Elle a constaté donc cette diversité sans forcément savoir nommer tous les insectes ou en étant sûre de les avoir tous répertoriés, mais elle nous a fait un pêle-mêle qui nous a quand même dressé un tableau hyper intéressant. Autre info, c'est que ok, dans les champs, ça augmente la biodiversité, les insectes, etc. Autant un autre témoignage hyper intéressant, c'est dans les jardins tinctoriaux. Si on prend l'exemple du jardin des plantes à couleurs de Valérie Métra, Niels Kiefer, qui est son fils, mais qui est de profession naturaliste sur la faune, la flore et l'entomologie, donc les insectes, a recensé dans le jardin et les environs 50 espèces d'oiseaux, 8 espèces de reptiles et d'amphibiens, 7 espèces de mammifères qui étaient à proximité, 170 espèces d'arthropodes, donc arthropodes c'est insectes, mollusques, arachnides, donc araignées, et dans ces 170 espèces, on a 31 espèces de papillons et 8 espèces différentes de libellules. Alors,
il vous en parlera bien mieux que moi, mais je pense que c'est hyper important, si on prend point par point sur les critères environnementaux, de savoir de quoi on parle. Je sais qu'il va être incessamment sous peu dressé ce bilan de l'apport en termes de biodiversité. Alors, il y a la biodiversité au-dessus du sol, dont je viens de vous parler, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi ce qui se passe dans le sol. Bref, on en reparlera notamment pendant la quinzaine de l'agriculture tinctoriale, parce que c'est un sujet primordial. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc cette couleur végétale, ça offre vraiment une alternative durable dans plusieurs secteurs. On l'a vu, la mode, on a des exemples de marques qui se montent et qui fonctionnent. Néprin, Livraude, Mathieu Ruiz. En beauté, on a l'exemple de Élodie Carpentier du Rouge Français. Dans l'artisanat, on a des gens qui prospèrent avec de l'éco-print ou autre. Dans l'industrie, ça marche également. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en adoptant ces pigments naturels, on peut devenir acteur du changement. Donc, si vous êtes une marque, que vous avez de la couleur, n'hésitez pas à vous tourner vers la couleur végétale. Donc voilà, on pourrait imaginer demain des vêtements qui soient teints végétalement, disponibles, accessibles facilement, cosmétiques qui ne nuisent pas à l'environnement et que chaque couleur raconte une histoire, en fait, raconte un respect de l'agriculture et pourquoi pas la localité, parce qu'en fait, les plantes tinctoriales, elles peuvent être cultivées très localement. Bref, la couleur végétale, c'est bien plus qu'une tendance. Pour moi, c'est vraiment une révolution silencieuse qui nous concerne tous, mais qui avance. Bon, bref, je m'égare. Donc, je reviens aux médias. Je voulais remercier tous les acteurs de la filière tinctoriale qui ont déjà aiguisé la curiosité d'autres médias. Déjà, on a Silence ça pousse, donc la télé, qui met en avant les acteurs de la couleur végétale avec notre super binôme Laura et Amandine Roussier du Champ des Couleurs, qui sont deux agricultrices qui travaillent exclusivement la couleur végétale. Elles sont pionnières sur le sujet et elles cartonnent dans leur attitude et dans leur travail, donc bravo à elles. Donc un super reportage de Silence ça pousse à ce sujet. On a aussi Caroline Courtois, de Cueillette Paris, qui a eu aussi un documentaire, je vais y arriver, sur Silence ça pousse. Donc merci à Silence ça pousse de mettre en avant ces super acteurs de la couleur végétale. Je remercie aussi les magazines, les journaux qui propose des sujets, des thématiques autour de la couleur végétale, même si je regrette parfois que l'angle de vue soit un peu que sur un domaine sans montrer tout ce qu'on pourrait faire avec la couleur végétale, mais la vision globale serait un petit plus, une cerise sur le gâteau. Donc je pense à Cécilia Aguirre qui a réussi à avoir un bel article dans un journal, Sandrine Rosier, etc. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les déposer, ça me fera plus d'exemples. Je voulais aussi remercier les maisons d'édition avec les nombreuses sorties de livres en 2024. Erol, Ulmer, donc aux éditions Résilience, La Plage, Terran, Seuil, avec le livre de Michel Pastoureau sur le rose. Terran, c'est le livre pour faire de l'aquarelle d'Hélène Chevalier. La Plage, c'est pour le livre Impression végétale de Laurence Loiseau-David. Ulmer Résilience, c'est le livre de Lucie Broisin-Chor, et Erol, il y en a plein, celui d'Aurélia Wolf sur couleur végétale, mais plein d'autres. Et je voulais aussi remercier des personnalités comme Ophélie, ta mère nature. Donc, en plus de me procurer des fous rires quand elle annonce le calendrier des cultures, allez voir son compte Instagram. Elle a récemment fait un stage avec Weekendoo chez Aurélia Wolf, donc à Hall, W-H-O-L-E, à Paris, où elle y montre sa pratique de la teinture végétale, sa découverte, son stage de découverte. Donc merci à elle, parce que c'est des gens qui ont de l'influence, et si ces personnes vont se tourner vers une autre alternative, et ben ça ouvre un peu les portes. Ensuite, je voulais remercier Christophe de Audi, des Chemins de la Nature, enfin du Chemin de la Nature. Déjà, pour m'avoir fait une formation, pour avoir fait à tout le monde une formation de dingue, la formation cueilleur. Vous savez que je l'ai adoré au point qu'il m'a proposé de rentrer, de mettre un pied dans l'affiliation, chose que je ne connaissais pas du tout. Je vous en parle dans un autre épisode. Mais bref, la formation cueilleur,
J'ai vraiment adoré, j'ai appris plein de trucs et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Christophe Deaudy, passionné de la nature et passionné des plantes, notamment des plantes sauvages, a accepté de venir faire un épisode de podcast avec mon petit podcast cover et que ça a été très intéressant parce que ça a ouvert la visibilité du podcast à des amoureux de la nature qui ne connaissaient pas forcément la couleur végétale. Bref, sinon je voulais remercier aussi les autres podcasts qui parlent parfois de la couleur végétale, comme Couleur-Full, qui a fait un épisode avec Alizarine Teinture. Donc voilà, je remercie aussi ceux qui prennent la parole sur ce sujet-là. Et je voudrais quand même remercier Haricot Vert, quand même, parce qu'avec tout le mal qu'on se donne, pour mettre en avant donc ces acteurs de la couleur végétale via des épisodes invités le jeudi. Donc on rencontre les différents maillons de la chaîne de valeur de la couleur végétale. Et le samedi, selon mes humeurs, des épisodes Zoom, soit sur un sujet particulier, soit sur une réflexion. Bref, je lance une bouteille à la mer aujourd'hui aux médias. Si le sujet de la couleur végétale les intéresse, je vais y arriver, et que l'idée de prendre ce sujet sous un angle plus global, donc en couvrant les différents domaines d'application, peut être quelque chose qui les intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je serais ravie qu'on travaille quelque chose là-dessus. Sinon, je peux très bien vous recommander des acteurs par domaine d'application. Et chers auditeurs et chers acteurs de la couleur végétale, n'hésitez pas à aller solliciter la presse locale je vous demande d'y aller alors que je ne sais même pas par quel biais le prendre, mais je suppose qu'il faut faire un genre de dossier de presse et aller solliciter la presse et les médias. Je ne sais pas comment faire. Si quelqu'un a des tips, je suis preneuse. Et je voulais vous dire qu'on pouvait bien sûr aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin en travaillant avec déjà des bonnes démarches, donc des influenceurs sur des sujets engagés. Je pense notamment à Is No Good, qui, elle, parle beaucoup de mode éthique et elle décrypte vraiment à la loupe les respects éthiques ou non des marques. Et elle a lancé un genre d'annuaire avec toutes les marques respectueuses. Et en fait, je trouverais ça génial qu'elle puisse y intégrer les fameuses marques dont je vous ai parlé, qui pratiquent la teinture végétale, comme Néprin, Mathieu Ruiz, Naturaphile pour la lingerie. J'en passe et des meilleurs, mais si vous allez regarder sur l'affiche du podcast ou sur le podcast, vous allez voir toutes les marques textiles qui sont lancées. J'arrête de parler, à la base les épisodes devaient faire moins de 5 minutes.